de ce soir, c'est un Togo, deux visions. Comme nous l'avions dit depuis avant-hier, nous avons un débat intéressant que nous vous proposons aujourd'hui pour la première fois et entre deux Togolais de la diaspora qui vont nous donner ce qu'ils pensent du Togo, leur vision pour le Togo et leur vision pour parvenir à l'alternance au Togo. Alors, le choc des titans est là devant vous et c'est pourquoi nous avons aussi, on vient de vous, c'est pas, livrer notre, désormais, ce que nous allons dire lorsque nous nous référons à l'émission, à notre émission, sa référence que nous allons appeler nos spectateurs tempo spectateurs et tempo spectatrices. Parce que c'est la télévision de la diaspora qui est là pour la diaspora et une télévision, c'est pas animée par la diaspora. Alors, pour revenir à notre sujet, nous avons devant nous Monsieur Kwame Komla, du MPDD, de Monsieur Agoy Mokodjo et Monsieur Classio Koutoglo de la diaspora consciente. Et nous allons débattre, entre autres, de la problématique de l'alternance au Togo, de la responsabilité des couches togolaises, notamment la population, le peuple lui-même, l'élite togolaise, l'armée et la diaspora aussi. Et nous parlerons aussi des stratégies pour parvenir à une alternance paisible au Togo. Et enfin, nous parlerons des réformes en cours. Et alors, serrez vos ceintures et nous allons vous embarquer et à bord des chroniques de la semaine du professeur Moussa Issifou. Alors, je vous souhaite bonne écoute et vos questions, vos commentaires seront les bienvenus peut-être après le débat. Et nous avons rapidement tout fait pour que le débat soit intéressant. Alors, la première question, je vais demander aux panélistes peut-être de se présenter pour 1 minute chacun. Et là, on va passer à la première question. Alors, Monsieur Kwame, allez-y, présentez-vous au public. Bonsoir, professeur Moussa. Bonsoir, les tempos spectateurs et tempos spectatrices. Je me nomme Kwame Komla. Je suis membre du MPDD, ici aux États-Unis. J'ai été vice-président de la diaspora USA. J'ai aussi été à un moment donné vice-président de la concertation de la diaspora aux États-Unis. Et je suis enseignant de carrière et ce soir, je suis sur votre plateau pour débattre du Togo et des stratégies pour arriver à une alternance pacifique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kwame Komla. Et alors, Monsieur Classio Koutoglo, vous avez la parole. Non, merci beaucoup. Je suis d'abord très ravi de me retrouver sur ce plateau ce soir, sur cette invitation spéciale. D'abord, je tiens à dire bonsoir à mon ami Kwame Komla de MPTD. Bonsoir. Je salue vraiment ton courage parce que ce n'est pas facile au sein de la diaspora d'être un représentant d'un parti comme MPTD. Ce courage m'anime ce soir et de te le dire. Et je suis là certainement pour ce débat avec vous. Je suis Classio Koutoglo, membre de la diaspora consciente, d'ailleurs le coordinateur général. Profession, je suis dans le domaine médical. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons donner la parole en premier lieu à Monsieur Classio Koutoglo. Monsieur Koutoglo, dites à nos tempos spectateurs, selon vous, qu'est-ce qui a ralenti ou bien qu'est-ce qui empêche l'avènement d'une alternance au Togo? Bon, c'est très intéressant de vouloir toucher à ce point qui est dans la mémoire collective de tout Togolais.
de tout Africain. Vous savez, l'alternance est retardée par un seul parti politique qui a pensé, ou bien continue toujours par penser, que le Togo appartient à une seule famille et qu'il faut coûte que coûte comprendre la politique comme des moyens pour pouvoir gérer le pouvoir à vie si on le peut. C'est comme ça que nos amis qui sont au pouvoir depuis plus de 52 ans conçoivent la politique togolaise et pensent que l'alternance, c'est un système contre ceux qui ont déjà dirigé à l'avant. C'est-à-dire, les gens pensent que l'alternance, c'est une période qui va arriver, une période de compte-rendu. Puisque nos gars qui ont dirigé pendant 52 ans et plus n'ont pas eu l'idée de partage de la gestion du pays. Donc, ce sentiment qui anime nos concitoyens qui sont au pouvoir ralentit ce qu'on appelle l'alternance. Bon, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent concourir à ce ralentissement. Par exemple, le caractère clanique de l'armée. Et Adema a compris très tôt qu'il va rester longtemps au pouvoir, donc il faut inculquer une certaine notion à l'armée, en la dépouillant totalement de son caractère républicain. Il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi se retrouver dans le camp de l'opposition de 1990, en passant par la conférence nationale jusqu'au dernier événement. Oui, on peut trouver aussi des éléments forts qui contribuent au ralentissement de cette alternance. Comme j'ai 2 minutes, je peux m'arrêter ici pour le moment. Oui, alors, monsieur Komi, comme là, vous avez la même question. Selon vous, qu'est-ce qui empêche l'avènement d'une alternance au Togo? Merci, professeur Moussa, pour la question. Je pense que je vais revenir un tout petit peu à l'intervention de mon ami Classio. Classio a dit beaucoup de choses qui sont vraies, mais moi je pense qu'il faut recadrer les choses dans un contexte historique. Nous avions lutté pour l'indépendance et nous avions eu l'indépendance. Et certaines personnes n'ont jamais quitté la lutte de l'indépendance. Je pense que l'alternance est une nouvelle lutte, c'est une autre lutte et il faut bien définir les cadres. Ce n'est plus la lutte d'Abloré, mais les gens ont fait la lutte de l'alternance comme si nous étions toujours dans les structures de la lutte d'Abloré. La lutte d'Abloré, nous étions en train de chasser les colons. Mais pour la lutte de l'alternance, il faut savoir que l'histoire du Togo, on ne peut pas retirer certaines feuilles. Il faut s'asseoir et comprendre que l'alternance, c'est comment améliorer les conditions de vie politique, sociale, économique de tous les Togolais. Comment préparer un Togo nouveau, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas un ennemi et il n'y a pas nous. Il y a plutôt des Togolais qui ne se comprennent pas. Donc l'alternance a tardé parce que le cadre structurel n'était pas approprié. Si vous vous souvenez, dans les années 90, quand on avait les maîtres à Goïbor, les Ninevi, on avait fait des progrès parce que les camps se comprenaient. Il y avait un dialogue franc et sincère. Goïbor, dans une interview, avait expliqué comment il allait chez Yadema et il discutait du processus démocratique.
C'est-à-dire qu'Agboibo s'asseyait, Yadima s'asseyait et ils discutaient. Après cela, il y a eu une nouvelle école qui cantonnait sur une position et le RPT UNIR cantonnait sur une position. Je voulais parler des temps UFC. Les temps UFC nous ont ramenés dans la lutte d'Abloré. Mais ce n'était pas logique. Parce que nous ne sommes plus en train de lutter contre le colon, mais nous sommes en train de créer un Togo pour les générations à venir. Donc c'est là où ça a duré un peu. Mais maintenant, je pense que les Togolais ont compris que pour que l'alternance arrive dans notre pays, nous devons tous nous asseoir et comprendre que nous sommes entre des frères et des sœurs. Il y a eu des problèmes dans le passé, mais il faut arriver à faire comme les Sud-Africains, à pardonner nos bourreaux d'hier et à accepter nos frères sans distinction. C'est là où le problème s'est passé. C'est qu'il y a eu, nous étions rentrés dans la structure d'Abloré, dans la lutte d'Abloré, où on était des ennemis, mais on n'était pas des adversaires. Il faut revenir et avoir des adversaires politiques. Merci. Merci beaucoup. Je vais, pas à partir de votre réponse, je vais reposer une question. Vous avez parlé du pardon et vous avez établi une comparaison avec l'Afrique du Sud. Le problème du pardon au Togo est un peu difficile. Ne pensez-vous pas que dans la mesure où les bourreaux sont encore capables de continuer d'ailleurs, ils continuent par poser les mêmes actes, ne pensez-vous pas que ce pardon, cette réconciliation ne pourra venir que lorsque les bourreaux auront perdu leur force de commettre les mêmes crimes, que les faibles auront le courage de dire, bon voilà, parce qu'au Togo, nous avons déjà eu, si je compte, plus de 10 réconciliations, 10 tentatives de réconciliation. Au temps de Feu et Adema, il y en avait eu, même au temps de Fort, récemment, il y en a eu plus de 4. Mais le problème, c'est que ce n'était pas sincère. C'était des mises en scène pour dire au monde entier que le bourreau dit, bon voilà, le bourreau demande à la victime de se repentir. Et c'est ça. Vous ne pensez-vous pas qu'on ne peut pas comparer parce que les conditions ne sont pas encore réunies? Si on peut parler du pardon maintenant, est-ce que cela est possible dans la mesure où les gens qui ont commis des crimes sont prêts à commettre les mêmes crimes et ils sont encore là, ils ont la force? Est-ce que c'est possible? Comment parvenir à une réconciliation dans ces conditions? Professeur Moussa, votre question est une très belle question. Mais vous savez que quand Mandela avait commencé par changer de l'activisme militaro marxiste qu'il était, oui, au Pacifique, le gouvernement blanc n'avait pas changé automatiquement. Oui. Il y avait toujours des tueries dans Soweto. Il y avait toujours des tueries et tout ça là. Mais c'est que c'est l'attitude de Mandela qui a amené la conviction au gouvernement blanc d'Afrique du Sud de savoir que Mandela veut amener ce pays quelque part. Et ce qu'il est en train de faire, c'est la meilleure solution. Vous savez, je vais vous dire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Togolais qui ne connaissent pas notre histoire. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de ceux qu'on appelait dans le temps Abloré Soja. Mm-hmm. C'était une milice. Vous savez que le gouvernement RPT aujourd'hui utilise les mêmes méthodes, les milices d'autodéfense. C'est que notre pays a des points sombres. Et il faut comprendre ces points sombres pour que nous ne retournions plus dans l'erreur. Moi, quand j'ai vu les badauds d'Adewi sortir, ça m'a fait peur. Parce que ce que les anciens m'ont raconté de ce moment sombre de notre pays, ça m'a fait peur. Nous ne voulons plus entrer dans cette chose-là. Donc, il faut que, à tous les niveaux, nous changeons de langage. Le gouvernement RPT est aussi dans cette logique. C'est là le problème. C'est pourquoi, à un moment donné,
nous avons constaté qu'il y a eu des gens qui sont déçus du côté de l'opposition et des gens qui sont déçus du côté du pouvoir. C'est pourquoi on a créé le MPDD. C'est l'alternative à l'alternance. Et nous voulons faire ça de manière pacifique. Je pense que nous sommes le seul parti au Togo qui, dans les textes fondamentaux, on dit que nous sommes prêts à travailler avec tous les partis qui veulent la démocratie et le développement de notre pays. Donc c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu un signe fort, comme Mandela à un moment donné avait lancé ça, que quel que soit ce qui se passe, lui, il veut pardonner l'ennemi. Il veut pardonner plutôt l'adversaire, mais pas l'ennemi. L'adversaire, parce que nous sommes tous des adversaires politiques au Togo, pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs. Merci, Monsieur Crassio. Votre position par rapport à cette question? Oui, j'ai suivi attentivement mon confrère. Je vais le nommer ce soir le plus courageux des Togolais parce qu'il continue toujours pas à faire la publicité pour un PDD. Bon, on va toujours le comprendre ce soir. Mais il a touché des points très intéressants que je peux contredire facilement compte tenu de ce que nous sommes en train de voir au Togo. D'abord, il faut dire à mon ami que le RPT UNIR, qui a cette volonté classique de contrôler le Togo, de diriger le Togo à vie, d'abord, nous avions vu l'équipe première composée des Agbéomé qui ont fait plus de vingtaine d'années dans des ministères, sans rien faire au Togo. Et le pays qui va à décrescer d'eau, la population est obligée de s'énerver. Qu'on ne nous parle pas que le Togolais est en train de faire une lutte ablorée, ou bien une lutte qui n'est pas une lutte normale. C'est déplacer le débat. Bon, quand un gouvernement est responsable, quand un gouvernement comprend le sens de la justice, quand un gouvernement comprend ce qu'on appelle le sens de la bonne gouvernance, le pardon ne sera pas recherché. Le pardon devient automatique. Quand nous parlons de Mandela, je voudrais que les gens comprennent l'histoire. Mandela était en face des Blancs. Et vous savez, nous vivons dans des pays des Blancs. Quand les Blancs se rendent compte de la réalité, ou bien des fausses réalités, sur un chemin de recherche, les Blancs s'arrêtent et se posent des questions et trouvent des solutions. Mais au Togo, nous sommes devant des gens qui sont des abrutis, qui veulent coûte que coûte garder le pouvoir à vie. On a vu Agbéomé l'a fait pour Eyadema jusqu'à la fin de sa mort. Après, Agbéomé continue d'une manière sournoise avec le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Et on me parle d'un parti charnière. Non, nous sommes dans une logique aujourd'hui où Faure Gnassingbé est dans une logique de faire 30 ans au pouvoir. Et qui sont les béquilles? C'est les Agbéomé. C'est le MPTD dont parle mon cher ami, qui conduisent progressivement Faure à accomplir cette mission. Mon ami parle de dialogue au Togo. Monsieur Moussa, mon ami a pris 2 minutes plus 2, donc j'ai 4 minutes et plus. On nous parle de dialogue au Togo. Au temps d'Eyadema, on a fait tous les accords. Je me souviens, Maître Degli parlait de 27 accords que les Togolais ont fait. À chaque moment qu'on arrive à la conclusion des accords, il n'y a pas d'application des accords. Et on me parle de la lutte d'Abloré. On me dit que les gens se taisent et disent, ou bien vont chaque jour chez Faure pour dire que, ou bien vont chaque jour chez Eyadema, oh Eyadema, il faut nous faire ça autrement. Non, le Togo n'appartient pas à Eyadema. Le Togo n'appartient pas aussi à Faure Gnassingbé. Nous devons comprendre cette façon de dire les choses. Je ne dis pas même l'adversaire au Togo. Quand M. Komla me parle d'adversaire politique au Togo,
Ça veut dire que les gens ne comprennent pas l'histoire du Togo. Depuis quand dans la politique, un camp tue avec les armes, face à face, sans pitié, et vous parlez d'adversaires? Non, soyons sérieux au Togo si nous voulons dire des choses. Ce sont des ennemis des concitoyens togolais qui sont au pouvoir. Quand on tue avec les armes, on ne parle plus d'adversaire politique. Adversaire politique, c'est ce que toi et moi nous sommes en train de faire aujourd'hui ici. Nous parlons et nous voulons trouver une solution. Mais à chaque moment que le camp est en face des réalités et que le peuple veut une alternance pour renverser le pouvoir, on déverse l'armée clanique pour les tuer. Et vous parlez d'adversaires? Je ne vous comprends pas, cher ami. Alors, notre alternance ne peut que venir par une lutte continue parce que les dialogues ont échoué. Et quand les dialogues ont échoué, on nous demande toujours de continuer. C'est que nous demandons notre alternance. Et quand on parle de l'alternance, c'est quoi? C'est que M. Komi quitte au terme d'un mandat et que Classio arrive. M. Komi, par exemple, a fait les relations internationales. Classio, par exemple, a fait les sciences médicales, par exemple. Bon, maintenant, on va comparer les deux mandats pour voir là où nous développons le pays. C'est comme ça. L'alternance n'est pas une soumission à un gouvernement. L'alternance, c'est pour continuer le développement qui est un cycle qui ne s'arrête pas ici. Je m'arrête là-bas pour le moment. Ok, merci beaucoup Monsieur Classio Koutoglo. Est-ce que Kwame, vous voulez réagir ou bien je passe à... Oui, professeur, je pense que mon très cher ami Classio ne comprend pas le sens de ce qui se passe au Togo. Vous savez, il a appelé le nom du professeur, du président Agbeome plusieurs fois. Moi-même qui suis son représentant, je n'ai même pas encore eu le temps d'appeler son nom. Alors, il vous fait de la publicité? Mais oui, je vous dis que le MPDD ne s'arrête pas à la personne ou à la personnalité d'Agbeome Messan Gabriel Kodjo. Vous savez, Agbeome, c'est un capitaine joueur au niveau du MPDD. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience et il est capitaine joueur. Donc, je ne veux pas ce soir mettre le débat au niveau d'Agbeome Kodjo. Le MPDD, c'est un ensemble de Togolais qualifiés, hautement qualifiés, qui sont prêts à mettre le Togo sur les rails et à faire fonctionner ce pays. C'est ça. Il ne faut pas du tout personnaliser le débat. C'est là le problème aussi au Togo. L'alternance ne vient pas parce que, à cause de nul ne peut, ou en aucun cas, on n'arrive pas à faire des réformes. On personnalise un peu trop le débat. On met la passion dans le débat. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça la solution, plutôt, c'est ce que je voulais dire. Donc, MPDD, je le dis encore ce soir, c'est un mouvement de Togolais qui ont vu clair et net que là où l'opposition radicale est en train de nous amener n'est pas la bonne voie. Aujourd'hui, si vous écoutez très bien le discours du CAR, le discours de Bokor, François, tout ça là, ils rejoignent, n'est-ce pas, le discours du MPDD. C'est ça. Nous avions dit, allez aux élections. Les gens se sont taquinés ici, dit des choses, mais à la fin, aujourd'hui, ils regrettent de ne pas y aller aux élections. Écoutez très bien ce que le MPDD est en train de dire. Il ne faut jamais confondre le MPDD à Agbeome Kodjo Messan. Merci. Merci beaucoup. Oui, je vais demander à ce que le débat soit au-delà de la personne d'Agbeome Kodjo. Mais je vais préciser rapidement que par rapport à ces élections, puisque M. Komi en a parlé, ceux qui y sont allés, combien ils ont récolté, combien le RPT leur a donné. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce que c'était les mêmes conditions-là, c'était de ces conditions-là que les gens parlaient, disaient, si on allait
dans ces conditions-là, le RPT fera sa tête et va nous donner ce qu'il veut et il va nous détruire. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que normalement, le MPDD aurait pu récolter plus de députés que ce que le MPDD a maintenant. Alors, donc, si aujourd'hui le MPDD avait 15 députés, là, moi, je serais d'accord avec ceux-là qui pensent qu'il fallait y aller. C'était un piège que le MPT avait tendu et pour détruire tout le monde. Alors, bon, c'est là aussi la problématique au Togo. Alors, nous allons passer à autres éléments. Vous avez parlé des partis politiques, leurs responsabilités. Est-ce que vous pensez que la population togolaise elle-même, le peuple togolais lui-même, en est quelque part responsable? Je vais vous lire une citation d'un réformateur égyptien ou arabe qui disait que se révolter pour le compte d'un peuple ignorant revient à s'immoler par le feu pour éclairer le chemin à un aveugle. Lorsque vous observez l'attitude du peuple togolais, le peuple togolais qui se comporte comme lorsque Napoléon avait mis la main sur cet activiste égyptien qui résistait, n'est-ce pas, à l'invasion napoléonienne de l'Égypte, et il a été arrêté. Lorsque Napoléon a dit « J'ai pitié de toi, je ne veux pas t'exécuter » parce qu'il était condamné à la peine de mort. Mais il lui avait demandé de payer une rançon. Et l'activiste enchaîné avait dit que « Amenez-moi sur la place du marché, mes concitoyens pourront avoir 100 pièces d'or pour sauver ma vie. » Lorsqu'on traîna cet infortuné là-bas sur la place du marché, au lieu que les commerçants viennent à son secours, les commerçants plutôt ont dit que ce gars c'est un trouble fait, il a fait que notre commerce ne marche plus, il a fait que ceci ne va plus, alors nous n'avons rien à foutre avec lui. C'est ainsi que Napoléon a dit, alors je ne vais pas t'exécuter parce que tu as tué mes soldats, mais parce que tu t'es battu pour des gens qui ne valent rien, qui n'ont pas de principe. Alors, ce qui se passe au Togo aujourd'hui, au Togo, on a tué des opposants. Le peuple togolais n'a rien fait. On a arrêté des opposants. Le peuple togolais n'a rien dit. On a tué des gens qui manifestent pour libérer ce pays. Il n'a rien dit. Est-ce que le peuple togolais ressemble à ce peuple égyptien du temps de Napoléon? Pouvons-nous conclure que c'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il cherche et donc, quels que soient les sacrifices que vous faites pour ce peuple, il ne pourra pas réagir pour vous protéger. Vous pensez que c'est une responsabilité qu'on peut imputer au peuple togolais? Alors, docteur Issoufou? Oui, je pense bien que la question m'est adressée, puisque mon confrère l'avait pris tout dernièrement et j'ai conclu, donc je prends, et puis ensuite il conclut. Vous savez, je ne pense pas que le peuple togolais, je ne pense pas qu'on doit reprocher quelque chose au peuple togolais. Vous savez, le peuple togolais a tellement donné dans cette lutte vers l'alternance, vers la démocratie et vers ce changement. C'est que nous sommes devant une dictature qui est têtue, une dictature qui a des branches et une dictature qui a des béquilles un peu partout, que ce soit au niveau de l'opposition et que ce soit au niveau de l'extérieur, et qui s'appuie sur les armes. Alors que le peuple togolais, c'est un peuple paisible. Si Eyadema n'avait pas considéré les Togolais comme des imbéciles, entre guillemets, et qu'on nous a donné vraiment cette éducation de réussir sur le sol togolais, je ne pense pas que le peuple, quelqu'un peut même écouter le cri de détresse d'un Togolais, puisque le Togolais est paisible. C'est la force des choses, c'est la force des manifestations de la dictature qui oblige finalement le Togolais à crier et à descendre dans la rue. Le misérabilisme
qui devient un élément quotidien des Togolais, et ce soif de changer la tête du pouvoir qui amène le peuple togolais à crier depuis 1990 jusqu'à présent. Maintenant, depuis 1990, quand le peuple s'est levé, toujours, on le bastonne, on le tue. Ces mêmes personnes qui tuaient, arrivé à un moment, sortent des tueurs et viennent nous proposer autre chose. Et retournent encore. Nous sommes dans un siècle qui ne finit pas. Le peuple est fatigué. Tout dernièrement, comme on dit très souvent, à chaque 50 ans, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va encore dire la vérité au peuple. C'est ce qui était arrivé tout dernièrement avec Maître Achadam Tipi. Et vous avez vu le peuple encore debout. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Les obscurs sont là. Ils font toujours leurs travaux. Et le peuple est encore reculé. Mais vous savez, le peuple togolais se recule, mais ne se fatigue pas. Il veut toujours l'alternance. Le jour où le Togolais aura l'alternance, vous allez voir que le Togo sera le plus paisible et le pays qui va décoller avec son développement en Afrique de l'Ouest. C'est ça la réalité. Donc moi, s'il faut répondre rapidement parce que je suis en train de passer les 2 minutes, le peuple togolais, on n'a rien à reprocher au peuple togolais. C'est que le peuple togolais vit aujourd'hui dans la terreur et dans l'intimidation de Yak Dahenman, de Force et de toutes ces béquilles de l'opposition qui maintiennent le peuple dans ce système. Donc, le peuple togolais fait son mieux. C'est ce que je peux dire pour le moment. Alors, M. Kwame, est-ce que vous allez imputer une quelconque responsabilité au peuple togolais dans le retard ou bien dans les difficultés qu'on éprouve pour arriver à l'alternance? Merci, professeur. Je pense que pour une première fois, moi et mon ami Clashio, nous sommes sur la même longueur de compréhension. Le peuple togolais a donné et continue toujours par donner. Il faut comprendre quelque chose. Le peuple, comme on l'appelle, c'est une masse. Et la masse a toujours besoin de guides. Et si vous voyez très bien, depuis plusieurs années au Togo, on a toujours parlé des politiciens qui vont prendre l'argent et font ceci et font cela. Ce sont des histoires que, en fin de compte, aujourd'hui, on découvre que ce sont des histoires qui sont fausses. Mais le peuple a déjà eu ça dans la tête. Et ce qui me fait, moi, mal aujourd'hui, par exemple, avec les histoires des 30 millions, c'est que le peuple a été conditionné à un moment donné à croire qu'il y a des gens qui prennent l'argent, il y a des gens qui font le double jeu et tout ça là. Ce sont des conditionnements vides et vains. Aujourd'hui, moi, ça me fait très mal que le peuple est fatigué, le peuple est faible à cause de ces petites histoires. Nous demandons au niveau du MPDD que le peuple en finisse vite avec cette histoire et que le peuple soit debout et fort derrière leur leader. Tout ce que la C14 a fait pendant un peu moins de 2 ans, on ne va pas nous dire qu'à cause du conditionnement des Togolais, avoir des traites un peu partout, des traites imaginaires, ça aussi c'est la dictature qui fait ça. C'est la dictature qui crée des traites imaginaires. Donc c'est ça. Les gens parlent pour ne rien dire et le peuple suit. C'est ce qui fait mal. Quand moi j'entends des Togolais accuser des leaders pour une question de 30 millions. Mais en fin de compte, je le dis, je le répète, au MPDD, nous disons que tout ce que la C14 a fait ne doit pas être vain. Le peuple, là où il est, doit se réveiller. On nous fait dormir pour rien. Le peuple togolais est un peuple fort, un peuple très fort. Et nous sommes vers la fin de cette lutte.
Aujourd'hui, on nous apprend que les leaders du PNP sont arrêtés. J'ai eu à entendre des condamnations. Le peuple doit réagir. Le peuple doit savoir ce qui s'est passé au juste. Et le peuple doit être infatigable parce qu'on est vers la fin. Ce soir, je profite aussi pour saluer le peuple togolais pour tous les sacrifices qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Merci, professeur. Oui, alors, on me signale que monsieur, il y a un auditeur en ligne, je pense que c'est monsieur Serge Nyawa, il semble qu'il a une question pour les panélistes. Alors, Malik, est-ce que vous pouvez passer c'est par l'antenne à monsieur Serge pour qu'il pose sa question? Oui, bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bonjour aussi à notre ami Komi et puis à Classio Cotoglo. Bonjour Serge. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette stratégie. En tout cas, vraiment, vous êtes ce que je peux appeler, et je vous dis bravo en même temps parce que c'est de cela il s'agit. La même manière dont vous êtes en train de répondre à ces questions, je pense que nous sommes tous de la même maison mère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, mes chers amis? Ce qui est en train de se préparer au Togo, il faudrait qu'on arrive à trouver ensemble la solution. Parce que si on ne trouve pas la solution, 2020 va pour M. Faure Gnassingbé et il va faire encore plus de 10 ans au pouvoir. Les réformes dont nous attendons tant, ce sont les réformes qui seront taillées à la mesure du régime en place. Nous aurons toujours le temps de venir sur ce plateau et mener des discussions. Comme Komla l'a dit, il y a des militants de PNP qui ont été arrêtés parce qu'on s'est dit que ce parti avait décidé de pouvoir se mettre dans les rues pour réclamer ce que de droit. Et il faut dire que cela a été accepté par Faure lui-même qui avait dit que les Togolais à n'importe comment peuvent aller dans les rues pour pouvoir réclamer ce qu'ils veulent. Mais c'est ce même président qui arrive encore, et puis bon, les gens sont réprimés. Alors, cherchons ensemble la solution parce que les réformes sont bientôt là. Ce sont des réformes que la C14 ne pourra pas assister. La C14 pourra aller peut-être au présidentiel, mais avec quelle réforme constitutionnelle? Raison pour laquelle je voudrais ensemble qu'on arrive à trouver une solution. Parce que je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire, mais le mal est là. Le mal n'est pas encore éradiqué. Allons-y tout doucement, on va arriver. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, M. Serge Nyawa, pour votre contribution. Alors, nous allons continuer notre débat. Nous avons parlé du peuple de façon générale. Et l'élite togolaise, pensez-vous que l'élite fait moins ou pensez-vous que l'élite togolaise est coupable de la situation qui prévaut au Togo? Oui, monsieur, comme là, allez-y, comme vous avez... oui, allez-y. Oui. Ok, merci, professeur. Bon, l'élite togolaise, il faut comprendre quelque chose, que la plupart des Togolais sont conscients de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Mais à cause de certains comportements, parce que si des gens peuvent avoir le courage d'indexer des leaders de partis politiques pour une histoire de 30 millions, est-ce que vous savez ce que ces groupes formés disent sur les leaders, disent sur l'intelligentsia togolaise? Pour moi, M. Pacho l'a bien dit au début de ce débat qu'il me félicite pour mon courage de défendre un parti comme le MPDD. Vous savez, ce sont des choses que beaucoup de Togolais veulent faire parce qu'ils ont leurs convictions. En lisant le texte de certains partis, ils ont leur conviction que dans ces partis, ils peuvent changer les choses. Mais c'est que d'une manière générale, les attaques, c'est-à-dire les doigts pointés vers ces intellectuels, ça fait que beaucoup d'intellectuels ont préféré rester dans l'anonymat.
Moi, je me souviens que quand nous avions commencé ceci aux États-Unis, au moment de l'UFC, les gens sont venus nous dire que la stratégie UFC ne va pas marcher. Mais ils ont été complètement et simplement boulés. C'est qu'on les a ramassés, qu'eux ne connaissent rien. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement de comportement. Moi, je connais des Togolais dont le nom sent un peu différent parce qu'ils sont d'une telle ou d'une telle région. Automatiquement, on les tasse de partisans d'ici ou de partisans de là. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on ouvre un peu nos esprits et qu'on accepte les débats d'idées. Oui, c'est ça. Il faut qu'on grandisse un peu en tant que peuple. Et ça va nous aider. Ça va amener beaucoup de personnes à s'intéresser à la politique. Donc c'est ça, c'est un processus. Ça va arriver. Ça va venir. Parce que je me souviens, il y a des temps où les gens ne voulaient même pas se faire voir que, en tant que membre d'un parti ou d'un autre parti. Mais aujourd'hui, nous le faisons. Nous posons c'est-à-dire nous sommes en train de poser des bases pour d'autres intellectuels de sortir, d'aimer faire des débats d'idées et d'amener le changement dans notre pays. Merci. Merci. Alors, M. Classio, la même question pour vous. Oui, la responsabilité de l'élite togolaise dans l'échec politique au Togo. Ouais. Oui, avant de revenir rapidement à la question d'élite que je vais rapidement d'abord situer dans son contexte, je tiens à remercier notre ami Serge qui vient d'appeler. Bon, il situe toujours le mal et nous voudrions lui dire que nous, à la diaspora consciente, nous savons bien que le mal existe et que nous ferons un effort que ce mal-là puisse être avec le peuple togolais. Nous, à l'initiative, ami, il vient de parler, bon, on parle de Moussa automatiquement de Sokoré, donc on dit que c'est les Achadam, donc il faut les éliminer rapidement, tout cela. Bon, je pense bien que le contexte politique du Togo dépasse un peu ce niveau. Les gens ne parlent plus tellement de cela. Plutôt, c'est un seul camp, le camp qui maintient ce qu'on appelle la division pour régner. C'est ce camp-là qui essaie toujours d'amener d'une manière ou d'une autre cette manière de faire au Togo. Et ce camp n'est autre que le camp de Gnassingbé et Yadouba, qui veut rester au pouvoir avec ses béquilles. Bon, maintenant, pour arriver à l'élite, il faut qu'on définisse d'abord l'élite. L'élite, bon, d'une manière ramassée, nous pouvons dire que les élites, c'est les leaders qui nous représentent. Nous pouvons dire que c'est des universitaires qui nous parlent, les leaders d'opinion, des sociétés civiles. Bon, maintenant, si on veut dire que la responsabilité, est-ce qu'il y a une responsabilité qui incombe à cette élite? Oui. Je me souviens, j'ai posé une question à M. Agbome un jour, sur une plateforme, on faisait un débat. M. Agbome a reconnu publiquement que le problème du Togo, bien de l'opposition, c'est que tout le monde veut être président. D'emblée. Il a reconnu. Il est encore vivant. Il n'est pas encore décédé. C'est un gars que j'apprécie. Mais j'apprécie, mais je ne l'apprécie pas à certains niveaux de sa politique. Parce qu'il est trop jurouette. Bon, maintenant, si tout le monde veut devenir président, quelles sont les tactiques avec lesquelles nous attaquons, par exemple, tout le monde veut devenir président? C'est le problème de l'opposition. Donc, pour dire qu'il y a une responsabilité qui revient à l'élite, oui, il y a une responsabilité. Même tout dernièrement, ce que nous avions suivi de près, vous pouvez voir que, arrivé un moment, certains leaders pensent qu'avec les réformes, ils peuvent rapidement et d'une manière habile devenir, par exemple, ou bien prendre la tête de la lutte. Et vous allez voir que des petites théories commencent à s'élaborer. Bon, après les réformes, chacun retourne dans son parti politique, et puis ensuite, nous attaquons pour pouvoir faire aller une élection au premier tour et deuxième tour, et nous allons dégager. Ce genre de choses, ces petites théories-là, divisent, par exemple, par moment, nos élites.
Mais quand vous prenez par exemple une élite clairvoyante que nous proposons à la diaspora consciente, la C14, société civile et diaspora, c'est par exemple chacun mange petit à petit dans un plat de sacrifice pour arriver au pouvoir d'abord, c'est-à-dire assurer l'alternance d'abord. Vous allez voir que ça va marcher. Mais le problème du Togo, ou bien de nos responsables politiques, ou bien de notre élite, c'est que si ce n'est pas moi, l'autre ne passe pas. Et nous devons quand même arrêter cette façon de faire pour pouvoir assurer ce que nous appelons par l'alternance. Bon, c'est cette responsabilité que moi je peux attribuer aujourd'hui à notre élite. En dehors de ça, mes chers compatriotes, il faut apprécier notre élite parce que ce n'est pas aussi facile de rester sur le territoire togolais pour faire la lutte. Quand vous vous levez à minuit, moi-même je rentre au Togo, je rase les murs, comme venait de le dire un journaliste, Ferdinand Hidé. Oui, nous retournons de la diaspora, on va au Togo. Je venais même d'arriver, on rase les murs, on ne veut même pas qu'on te retrouve quelque part. Parce que si tu es violent envers le pouvoir, on peut envoyer des milices pour te tuer. Donc, nos leaders aussi, arrivé un moment, ont peur. Ce sont des êtres humains. C'est à ce seul point que moi, je tiens à les supporter. Parce que ce n'est pas facile de rester sur le territoire pour travailler. Mais il y a des responsabilités qu'on peut attribuer à nos leaders dans l'échec de notre lutte. Merci. Avant de prendre la pause publicitaire, je vais rapidement redéfinir ce que j'entendais par élite, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 90, c'est là où je vais séparer l'élite, là même la vraie élite. Dans les années 90, il a fallu que les avocats et les professeurs d'université et les syndicalistes rentrent en jeu pour que les choses rentrent dans la normalité. Et il y a demain, en revenant d'Abuja, lorsqu'il a vu les avocats, lorsqu'il a vu les bâtonniers de l'ordre des avocats et autres, lorsqu'il a vu les professeurs d'université dehors, lorsqu'il a vu les étudiants dehors, il a dit, alors il va accepter que hier au moins, il parlait de forum et l'opposition parlait des conférences nationales. En Libye, ce sont les juges et les avocats qui ont fait que l'attention s'est portée sur la Libye. En Égypte, c'est la même chose, mais plus précisément, tout récemment, en Algérie, il a fallu que les avocats, les juges et les médecins et les professeurs d'université rejoignent la foule que tout a été joué pour Bouteflika. Au Togo, quand je parle d'élite, je parle de ces corps constitués-là qui sont là en train de peut-être le petit poste qu'ils ont, ils veulent protéger ça. Ils ne disent rien, ils ne font rien, ils sont là, ils observent en spectateur. Et c'est pas. Oui, je parle de ça. Et monsieur, bon, mon cher ami Komi, est-ce que vous me permettez de prendre 2 minutes sur toi ou sur vous, hein, si vous me permettez? Monsieur Moussa, c'est ça le problème. Vous savez, fort à moderniser la dictature. Vous voyez, fort à moderniser la dictature. La dictature du père Eyadema est flagrante. Aujourd'hui, fort qui est un grand farceur à moderniser la dictature. Vous savez, il y a tellement la pauvreté au Togo. Le Togolais vit dans le misérabilisme total. Et le Togolais a ce rêve qui est ancré dans sa tête que est-ce que si je prends ce risque-là maintenant, et si ça va réussir. Et si ça ne réussit pas, le lendemain, on va me renvoyer du boulot. C'est à cause de cette hésitation, cette tergiversation que nous avons vu dans les échecs répétitifs qui amènent, par exemple, ces syndicalistes, ces avocats à se réserver par moment. Mon frère, je vais encore vous le dire aujourd'hui. Le jour où bien nous étions presque arrivés à ce point-là tout dernièrement avec Maître Tipi Achadam, le jour
où le peuple, les avocats vont sentir qu'il y a une force derrière l'opposition togolaise, vous verrez ce jour-là que les avocats seront désormais devant même la lutte. C'est ce qui se passe dans les autres pays que vous ne dites pas. Les autres pays qui réussissent ce qu'on appelle l'insurrection et la résistance, il y a des gens qui sont derrière toujours ce mouvement. Tout dernièrement, je donne l'exemple du Burkina. C'est Zida qui a sauvé le Burkina. Ce n'est pas le peuple qui est dans la rue qui a sauvé le Burkina. Quand le peuple était dans la rue et se dirigeait vers la présidence, Blaise Compaoré a donné l'ordre. Moi, j'ai reçu le deuxième, je ne vais pas aller très loin, dans ma chambre, ici, venu du Burkina Faso. Il a dit clairement que Blaise a donné l'ordre de tirer dans la foule. C'est Zida qui a dit non. Et ça allait être un problème entre Zida et cette deuxième catégorie des gardes-corps du Blaise Compaoré. Vous savez, nous avons un problème dans notre révolution au Togo, c'est que nous n'avons pas encore trouvé des gens sûrs dans l'armée et l'armée ne compte pas que nous avons les moyens suffisants pour pouvoir les protéger. Mais ça va arriver. Je m'arrête là-bas, mais mon frère demande la parole. Monsieur Kobi, allez-y. Merci, professeur Moussa. Je pense que le débat est en train de tourner à un angle qui va, au fait, plutôt fâcher les Togolais. Soyons sérieux. Parce que depuis le 17 août 2017, tout ce que les Togolais ont fait, n'allons pas rester ici et dire qu'il y a des couches qui n'ont pas participé. Il n'y a pas eu de couche de la société togolaise qui n'a pas soutenu le mouvement de Tipi Achadam. Moi, j'étais parti à Lomé. Il y a des juges qui parlent. Il y a des avocats qui sont dans les marches. Mais le problème, c'est que il faut aujourd'hui, comme nous sommes sur tempo et nous trouvons des problèmes, nous trouvons des solutions africaines aux problèmes africains, je vais essayer d'exposer quelque chose un tout petit peu. J'avais suivi une émission dans laquelle le professeur Moussa parlait du phénomène Abikou chez les Yoruba. J'ai suivi attentivement cette émission. Vous avez comparé la lutte togolaise à ce phénomène qui fait que la femme tombe enceinte, mais l'enfant meurt. Et ce qui se produit successivement. Abikou n'est autre que ce qu'on appelle chez nous en éveil Dikoui. Et quand ça se produit, on fait des consultations et on trouve une solution. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des gens qu'on nomme Koumedina, Kokoli, Abalo, Kablé et autres là. Et ça s'arrête. Et après ces consultations, si ça marche, la femme commence par avoir des enfants logiquement et il n'y a plus de problème. Il faut que nous essayons maintenant de chercher à savoir où est le problème, où se trouve la solution au problème togolais. Moi, je pense que ce que moi je pense qui arrive au Togo, c'est plutôt le phénomène Hakla, le phénomène qu'on appelle en éveil Hakla, parce que si vous analysez très bien ce que nous faisons au Togo, on est en unisson parce que aucun parti ne peut régler à lui seul le problème togolais. Donc on est toujours obligé de rester ensemble. Et quand on reste ensemble, pour finaliser la chose, il y a un problème et le groupe se disloque. C'est ça le problème Hakla. C'est que le phénomène Hakla. Donc il faut, Hakla veut dire l'amitié cassée. C'est ça, c'est ce qui se passe au Togo. Il faut qu'on trouve des solutions à ça. Il faut qu'on essaie de faire des consultations, trouver une solution à ce problème Hakla. Parce que qui pourrait dire que ce qui s'est passé tout récemment dans notre pays, et ça ne va pas aboutir. Et vous voyez maintenant les partis qui sont responsables, c'est-à-dire ceux qui ont organisé cela, on les a décapités, ils sont partis en débandade.
ce n'est pas normal. Ce n'est pas une question d'habicou. C'est plutôt une question de hakla. Et il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Le Togolais a trop donné. Toutes les couches de la société togolaise. Ils ont donné. Ils étaient là, nuit et jour, avec ce mouvement. Regardez au Soudan. Ça n'a pas fait une semaine. Il est parti. Algérie. Il n'y a pas eu de problème. Et ça prend. Même Burkina. Donc, il y a un autre problème. Moi, je ne serai pas ici me taire pour qu'on accuse les leaders togolais ou bien l'intelligence togolaise. Il ne faut pas dire qu'on accuse. Bon, je vais rapidement. A présenté l'aspect. Oui. Et il dit que les autres ne participent pas d'une manière massive. Vous voyez, c'est différent. Oui, il y a des réserves dans ces corps, dans tous ces corps. Je vais préciser quelque chose. Lorsque vous prenez les juges du Togo, ils font partie de cette élite dont je parle. Vous allez me dire ici que les juges du Togo ne font pas partie de notre problème. Lorsque je dis que l'élite ne s'est pas montrée, ici en Algérie par exemple, ils sont sortis comme corps constitués, comme avocats, tout le monde le sait. Ce n'est pas de façon individuelle, les individus que tu as vus là, je ne parle pas de ça. Je parle d'utiliser leur nom qui pèse du poids. On dit aujourd'hui, les avocats ont dit ceci. L'ordre des avocats ont dit ceci. L'ordre des juges ont dit ceci. Les professeurs d'université ont dit ceci. Ils ne l'ont pas fait. Et moi, je ne continuerai pas à les accuser. Ils n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire. Ça, et cela ne veut pas dire qu'individuellement, il n'y a pas eu des gens conscients qui sont sortis. Non, je ne dis pas ça. Et le professeur David Dossé, c'est un enseignant d'université. Il fait partie de ces élites. Mais il est au devant des choses. Et les autres groupes là, les grands groupes, le corps des enseignants, le syndicat des enseignants, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ils ne sont pas sortis individuellement. Ils ont utilisé leur nom. Le nom qui pèse beaucoup là, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, ceux-là qui font partie de la dictature au Togo, c'est les juges. 98%, ils sont coupables. J'ai fait des émissions sur eux ici, et ils en sont coupables. C'est eux qui condamnent les innocents qu'on leur présente. Ils ne savent rien. Mais ils les condamnent et après ils disent aux gens, nous sommes obligés. Vous êtes obligés de faire quoi? De condamner des innocents? Non. Alors, je parle de ces gens-là. Je ne parle pas de ceux-là qui font un effort pour marcher. Non, 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 non. Et je les accuse. Je continue par mettre la pression. Ils n'ont qu'à me prouver le contraire. Ça, je ne vais jamais revenir en arrière. Monsieur Moussa, il faut arriver à un moment à élucider certains contextes au Togolais. Quand on programme les marches au Togo, par moment, les gens donnent certaines dates, c'est justement à cause de ces petits problèmes qui font que les organisateurs sont obligés quand même de trouver certains jours ou certaines dates pour que individuellement, certains de ces corps qui supportent la révolution ou bien qui supportent le changement, la démocratie et l'alternance puissent sortir. Je suis d'accord parfaitement avec vous en disant qu'on ne parle pas au nom des constitués. Si demain, par exemple, l'ordre des avocats dit à Fort Nyasingbe que les jugements que nous sommes en train de faire dans la justice togolaise, les jugements sont archaïques, vétus et ne respectent aucune loi, Fort va réfléchir deux fois. Fort ne va pas dépêcher les gens de la présidence pour pouvoir venir devenir les juges en l'espace de 6 mois. C'est impossible. Bon, je parlais de ça tout dernièrement. C'est la pauvreté. C'est le misérabilisme au Togo. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que dans notre mouvement, il faut des moyens et des courageux qui doivent sortir pour pouvoir faire autrement certaines choses pour que ces personnes puissent soutenir indirectement ou directement pour qu'il y ait alternance au Togo. Mes frères, je vous le dis, les gens comprennent
et nous ne voulons pas agir. C'est ça le problème togolais. Tout le monde au Togo, dans tous les corps constitués, même jusqu'à la présidence, nous recevons des informations venant de la présidence directement, puisque nous avons des amis qui travaillent avec Faure Gnassingbé. Et ces informations viennent de là. Et les gens sont fatigués. Moi, j'ai un ami qui me disait tout dernièrement, Classio, j'ai des moyens, mais je ne peux pas manger mon argent au Togo. Quand les gens envoient des millions aux États-Unis pour qu'on leur achète des t-shirts, c'est qu'ils ont des moyens. Mais ils ne dépensent pas ça à Lomé. Vous voyez? Donc, tout le monde a peur. La dictature de Faure modernise tout. Et qu'il faut des courageux. Des courageux doivent sortir, comme Tiki Achadam. Et d'autres courageux doivent sortir, comme Guillaume Soro, pour que le Togo puisse aller très loin. Et il faudrait que le peuple, la diaspora soutienne ces idées. Sinon, nous allons encore faire 30 ans. Si nous parlons de médiation, allez voir à Faure 5 h du matin, ce que les Aguillaume et autres sont en train de faire n'aboutiront à rien. Oui, allez-y, monsieur Komi. Professeur Moussa, je pense qu'il faut être réaliste dans ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Vous avez parlé des années 90 où les magistrats sont sortis et Adema a vu ce qui se passe dans le pays, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez constaté que depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, il faut être dans le système pour accéder à certains postes dans l'administration? C'est la médiocrité du système. C'est ce que nous déplorons. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de positions au Togo aujourd'hui dans l'administration qui sont purement des positions d'activistes. Oui. Vous êtes dans le système. Donc, comment est-ce que vous voulez que les activistes sortent contre le système qui les nourrit? C'est là le problème. Oui, mais officiellement, ils sont juges. Nous parlons de leur métier qui est là. Bon, s'ils sont là, d'accord. Mais ils ne vont jamais l'accepter. La réalité sur le terrain, c'est que ce sont des activistes. Moi, je ne veux pas citer des noms ici, mais la plupart dans l'administration togolaise, ce sont des activistes. C'est ceux qui ne sont pas des activistes et qui veulent qu'il y ait un changement dans notre pays, qui, de manière personnelle, entrent dans d'autres structures pour défendre le pays. Mais jusqu'à preuve du contraire, ceux qui sont là, qui sont au poste de responsabilité, ce sont des activistes. Et je ne pense pas que eux, ils vont sortir contre leur système. Ils sont mis là-bas pour que ce qui s'est passé en 90 ne se passe plus. Oui, alors, et l'ordre des avocats qui est une structure indépendante. L'ordre des avocats n'est pas nécessairement, ce n'est pas des membres qui travaillent pour l'administration. Puisque c'est eux, on se moque d'eux maintenant. Quand ils se présentent Monsieur Moussa, pour défendre leurs clients, on se moque d'eux. Monsieur Moussa, ça devait susciter une révolte de leur part. Monsieur Moussa, oui. L'administration, il n'y a pas d'administration au Togo. Non, je suis d'accord avec vous. Okay. Il n'y a pas d'administration au Togo. C'est que nous devons arriver à l'alternance. Nous devons poser les bases de la démocratie. Nous devons changer les choses. Nous devons faire les réformes. Les réformes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant, après les réformes, les appliquer dans les institutions. Appliquer dans les institutions veut dire quoi? Il faut écrire les procédures. Il faut écrire les procédures. Monsieur Komla va au boulot demain. Il sait que quand je rentre en classe, je dois faire ceci d'abord avant de faire ceci. Et à 10h55, je dois faire sortir un élève pour lui dire quelque chose. Si à 10h55, 3 fois dans la journée, ou bien 3 fois dans la semaine, tu n'as pas fait, tu es renvoyé. Ai-je menti? C'est que nous n'avons pas encore d'administration au Togo. C'est pourquoi quand les gens disent, ou bien les gens font des éloges à des gens, dire qu'ils ont bâti l'administration au Togo, je ris. Il n'y a pas encore l'administration. C'est ce que mon frère vient de dire. Il y a des activistes et des gens qui veulent étancher la soif de la pauvreté, qui travaillent au Togo. Donc, pour le moment, tout est à refaire. C'est qu'en 2 ans, mon frère, c'est qu'en 2 ans après l'indépendance, Faure Gnassingbé
donne $30 pour dire qu'on est en train de lutter contre la pauvreté Chaque dans trimestre. le PND. Chaque trimestre. Pas 30 trimestre, dollars. pas 3 mois. Monsieur, comme $10 par mois. Et c'est ce que le président... C'est contre cette médiocrité que nous voulons que les choses changent. C'est ce que le MPDD propose aux Togolais. Nous avons constaté qu'au Togo aujourd'hui, quel que soit votre secteur d'activité, les gens arrivent difficilement à avoir 2 repas par jour. Et notre message a été toujours le même, que le jour où nous allons prendre ce pays, nous allons être sûrs que tous les Togolais ont au moins 3 repas par jour. Nous allons assumer cela. C'est ce que nous disons. Notre problème, c'est que nous avons le problème des Togolais à cœur. Et nous leur disons que ayez confiance au MPDD. Certains peuvent en débattre, mais il y a des qualités dans ce parti, comme dans tout autre parti. Mais nous pensons que nous sommes les champions et que nous allons automatiquement, une fois aux affaires, en 2020, vous allez voir ce que nous allons faire. Nous allons automatiquement éradier certains problèmes sociaux dans notre pays. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est tout. Puisque vous avez parlé de 2020, nous allons passer rapidement à la question des réformes. Bon alors, selon vous, quel type de réforme faut-il pour le Togo pour aboutir pour rendre possible l'alternance? Moi, j'attendais à ce que vous me posiez une question de ce qui se passe actuellement. Parce que mais je parle de ça quand je dis les réformes sont au Parlement. Oui, mais j'ai dit quel type de... Qu'est-ce que vous attendez pour permettre l'alternance de ce qui se fait là? Et vous allez comprendre que quand les débats ont commencé, quand le MPDD est le seul parti à évoquer le problème de rétroactivité. Et il fallait voir dans la salle comment ce qui s'est passé, si vous avez des échos du Parlement. Nous sommes là pour le peuple. Nous allons lutter. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité de nos propositions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement au Parlement. Travailler pour le peuple togolais. Les réformes, nous allons travailler à ce que, du moins, la voix des Togolais puisse être entendue. Parce que le gros problème dans nos réformes, même si nous ne sommes pas d'accord qu'il faut personnifier le débat, mais il faut savoir qu'il y a un problème sur le terrain. Et le problème, c'est la question de rétroactivité. Est-ce que le président qui est là va encore se représenter? Nous n'avons pas peur de l'affronter dans les urnes, mais nous voulons seulement que le processus soit républicain, c'est-à-dire que les élections soient transparentes dans ce pays. Quant à ce qui concerne les réformes, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Et le peuple doit être attentif. Le peuple doit être attentif et savoir qui est en train de lutter pour lui et qui n'est pas en train de lutter pour lui. Donc, les réformes seront faites à l'Assemblée. De préférence, c'est que la volonté du peuple togolais soit respectée. Mais nous sommes en démocratie. On ne peut pas tout avoir au même moment. Quel que soit ce qu'on est, il faut au moins que ça se traduise par la clarté et la transparence dans les élections. Donc, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Merci. Oui, merci. Alors, M. Classieux Koutoglou, votre position. Mon ami, comme là, c'est un grand vendeur, hein, il sait vendre. Hein. le produit est bon, quoi, comme la Five. Bon, vous savez, actuellement, ce qui se passe dans cette assemblée illégitime, pour moi, c'est du théâtre pur. Quelque chose sortira, effectivement, de cette assemblée comme une réformette et non les réformes.
La preuve, première preuve. À l'entrée, malheureusement, M. Komi ne m'a pas dit pourquoi Agbéome n'a pas interpellé le pouvoir qui a classé le document de la CEDEAO. Le document de la CEDEAO qui a été introduit. J'applaudirais par exemple un député expérimenté comme Agbéome dire pourquoi vous aviez convoqué un dialogue national avec les gens et que ceux-là que vous aviez amenés vous ont introduit quelque chose qui est très bon, apprécié par les deux camps. Les gens ont apprécié au niveau du RPT uni et les gens ont apprécié dans l'autre camp. Je serai cet Agbéome que j'apprécie tellement, posément de leur demander de ramener, si Agbéome a effectivement une voix au sein du Parlement, de ramener ce document pour que nous puissions étudier. Malheureusement, on vient me parler de la rétroactivité que tout le peuple, les enfants, disent déjà dans la rue depuis de cette révolution. C'est là où je dis qu'il y a des partis qui font les jeux du RPT unir. Bon, je ne vais pas trop tarder sur ça. Monsieur Moussa, je n'attends rien de ce Parlement illégitime. Des réformes dûment réclamées par le peuple togolais. Mais je sais que quelque chose va sortir comme réformette et que la vie politique continue. Mais le peuple doit avoir dans la tête que ce n'est pas ce qui va sortir de ce Parlement-là qui sera la solution des réformes que nous réclamons. La lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple soit libéré totalement de ces dictateurs et de ces assoiffés de pouvoir. Je m'arrête là-bas. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission de ce soir. Et nous avons, en tout cas, il est vraiment, on n'a pas assez de temps. Oui, allez, M. Komi, vous avez une minute pour dire quelque chose, oui. Professeur, c'est que j'entends beaucoup de Togolais parler du document de l'expert de la CEDEAO. Oui. Quelle est, en substance, la différence entre le document de la CEDEAO et le document qui a été proposé aujourd'hui par le gouvernement? J'aimerais aussi que mon ami Clash puisse comprendre qu'au Parlement, on étudie les textes, on introduit les textes. Aujourd'hui, on est sur le texte du gouvernement. Si le MPDD remarque qu'il y a nécessité d'introduire le document du gouvernement, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire au niveau du Parlement pour que le document de l'expert soit introduit. Vous savez, l'Assemblée, le fonctionnement de l'Assemblée est de manière à ce qu'il y a des propositions. Si nous ne touchons pas aujourd'hui le document du constitutionnalisme, nous pourrons toujours introduire les phrases qui sont essentielles au niveau du document de M. Fall sur le document du gouvernement. On est seulement au niveau des débats. Donc, il y a toujours des propositions qu'on peut faire à tout moment. Donc, bon, moi, je ne vois pas... J'ai une question directe pour vous. Oui. Est-ce que, en âme et conscience, là où vous êtes, est-ce que vous êtes d'accord que, quelles que soient les réformes que nous devons faire, la gourmandise de Faure Gnassingbé doit s'arrêter? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous dites premièrement par gourmandise de Faure Gnassingbé? Ok, gourmandise, ça veut dire que ton père a fait 38 ans, bien sûr avec les Agbéome, et puis ensuite, tu viens, tu fais 15 ans, et tu demandes encore un autre 10 ans.
en âme et conscience, en tant que Togolais, toi que je vois en tant qu'un futur Premier ministre du Togo, est-ce que les réformes qui doivent se faire à l'Assemblée doivent clairement demander au chef de l'État que là où nous sommes pour apaiser le peuple togolais, que vous renoncez à votre mandat prochain? C'est une question, hein? Et je comprends votre question. Je milite dans l'opposition pour qu'il y ait un changement de régime au Togo. Ça, il faut le comprendre. Je ne milite pas pour être opposant éternel. Je milite pour que mon parti vienne au pouvoir un jour. Mais j'ai une question directe pour vous aussi. Est-ce que vous croyez que Faure Gnassingbé a une fois, ou bien son papa a une fois gagné une élection au Togo? Non, ce n'est pas ce que vous ne comprenez. Non, c'est une question. Là, ils n'ont jamais gagné. Mais okay. ils ont toujours... voici la différence. Oui. Ils n'ont jamais gagné, mais ils ont toujours pris le pouvoir. Ok, c'est là où il faut trouver la solution. Pourquoi ils prennent le pouvoir sans y gagner? Parce que ce n'est pas une question de les arrêter. Est-ce que vous ne connaissez pas la solution? Ok, donc si vous connaissez la solution, donc vous pouvez appliquer, maintenant vous cherchez comment contrecarrer. Mon frère, je vais le dire très clair pour que nous puissions clôturer le débat et laisser les téléspectateurs braquer sur cette émission. Vous savez bel et bien, avec tout votre MPDD, que ce sont les armes qui prennent le pouvoir au Togo. Vous savez. Et que l'opposition n'a pas les armes. Okay. Et aucun parti politique aujourd'hui au Togo ne peut pas aller aux élections présidentielles de 2020 avec Faure et dire sans les armes prendre le pouvoir. Okay. Mais est-ce que vous connaissez Yaya Jammeh? Mon frère, Yaya Jammeh. Est-ce que vous connaissez Yaya Jammeh? Je peux te raconter l'histoire de Yaya Jammeh. Okay. Est-ce que vous savez que Yaya Jammeh a perdu les élections en Gambie? Yaya Jammeh a perdu les élections en Gambie. Le Sénégal, qui ne voudrait pas Yaya Jammeh, a aidé, a fait partie Yaya Jammeh. Ok. Donc, si Yaya Jammeh peut perdre les élections, mon cher ami Classio, ce soir, je vous dis que Faure Gnassingbé peut perdre les élections. Mais il va prendre le pouvoir. Pardon? Faure Gnassingbé a toujours perdu les élections, mais ils ont des armes. Ils ont des armes avec les pays qui vont prendre le pouvoir. Il a toujours perdu les élections. Ce que je suis en train de dire, il faut bien comprendre. Nous sommes un parti politique qui veut prendre le pouvoir. Vous comprenez ce que je dis? Et nous avons étudié des stratégies. Nous avions eu des cas de référence. Donc, ce que je vous dis, c'est que si Yaya Jammeh a pu perdre les élections, par les urnes, Faure Gnassingbé peut perdre aussi les élections par les urnes. Oui, rapidement, comment tu veux la fin, je tiens à préciser un peu que si d'aventure, quelles que soient les réformes qui seront faites, si Faure maintient sa candidature, ce qu'il faudrait que les gens sachent que, comme on l'a dit, si vous voyez un margouillard qui demande à ce qu'on lui couvre et qui veut se faire, c'est pas coudre un pantalon, c'est qu'il a trouvé une solution. Faure Gnassingbé n'irait pas à ces élections-là si c'est qu'il va accepter la défaite. Alors, c'est là où nous avons deux problèmes. Quelles que soient les réformes qui seront faites au Togo, si c'est avec ce régime, je vous dis que on nous dit que c'est l'administration qui organise les élections. C'est ce que les gens viennent nous dire. Ça veut dire que c'est là où notre problème se situe. Soit Faure arrive à comprendre que désormais, pour l'apaisement, tu veux prendre une décision politique pour placer quelqu'un, là, le jeu français jouera. Mais quel que soit le type de réforme que ces gens-là feront, même, moi je vais plus loin pour dire que même les réformes qui sont encore meilleures à ce que le constitutionnaliste a proposé, si Faure veut aller à ces élections, ce qu'il est sûr que tout est fait pour garder le pouvoir. L'armée est là. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore des signes forts pour nous dire que l'armée va jouer le franc jeu. C'est ça seul. C'est le seul
corps maintenant qui fait le problème au Togo. Si l'armée veut, on ne veut pas. Moi, j'ai dit depuis le 19 août, nous ne voulons pas que l'armée soutienne un contre l'autre. Non, il n'a qu'à être arbitre. S'il veut le faire, là, d'accord. En dehors de ça, si Ford veut aller aux élections, il faut que les gens aillent dormir. Monsieur Moussa, ouais. pour finir, je pense bien, avant de remettre la parole à mon ami qui demande la parole, vous savez, je vais vous dire ceci. Pourquoi le RPT Unir veut toujours que Faure Gnassingbé soit candidat? C'est parce que le RPT Unir sait bien qu'il n'y a aucune personne au sein de RPT Unir qui peut braquer les armes si ce n'est pas Faure. Et ils savent bien que si Faure quitte là-bas, le RPT Unir va être cassé pour toujours. C'est pourquoi ils font tout et tout pour que Faure soit là. C'est Faure qui maintient le RPT Unir en place. Le jour où Faure va quitter, si on dépose la candidature de Gilbert Bahora, je vous jure, Yak ne braquera pas les armes sur aucun Togolais pour que Gilbert Bahora devienne président. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Merci. Allez-y, monsieur Komi. Merci, professeur Moussa. On suit les informations et on suit ce qui se passe à l'international. Il y a quelques semaines de cela, le Béchir du Soudan est tombé par l'armée. En Algérie, l'armée a refusé de tirer sur les populations. Ceux qui connaissent bien l'histoire algérienne savent très bien que l'armée algérienne a été toujours dans la politique. Vous savez, dans la plupart des dictatures où l'armée est un élément important, à un moment donné, c'est comme un tambour. Quand vous le battez, un jour, il se déchire. Donc, moi, j'ai une confiance en ce que nous sommes en train de faire au niveau du MPDD. Le MPDD, ce n'est pas seulement le président Guéomé, non. Le MPDD, c'est tout un ensemble de Togolais qui pensent jour et nuit à comment changer le quotidien de nos frères et sœurs restés au pays. Comment changer l'avenir de nos frères et sœurs de la diaspora. Nous travaillons inlassablement pour trouver des solutions à ce que le Togolais lambda puisse avoir 3 repas par jour. Si ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de Togolais qui suivent Tempo, si vous vous retrouvez dans le message de paix du MPDD, rejoignez-nous. Nous sommes prêts à donner 3 repas par jour aux Togolais, à réformer l'éducation, à réformer notre économie. Parce que dans le MPDD, il y a des gens qui l'ont déjà fait et ils sont prêts aujourd'hui à le refaire et à le faire pour le bien de notre pays. Le Togo, c'est l'or de l'humanité et nous sommes prêts à faire de ce Togo l'or de l'humanité au niveau du MPDD. Mes chers amis, rejoignez-nous. Nous avons les bras ouverts pour vous. Donc, une fois encore, je remercie mon ami Classio pour le débat. Le professeur, je le remercie beaucoup. Et Classio, je vais tout faire à ce que vous soyez en contact avec le président Guéomé. Parce qu'on a fait une discussion, un débat de 45 minutes. Vous avez appelé le nom d'Aguéomé 25 fois. Vraiment, le monsieur... Ouais. Ok, bon, je pense bien que nous tendons vers la fin de cette émission. Mon ami m'a fait rire un peu. Je connais Aguéomé, ça fait très longtemps. Bon, j'ai discuté avec Aguéomé. Je te l'ai dit une fois en passant que j'ai été tenté même d'aller avec le parti au but. Mais finalement, je me suis rendu compte que il faut venir dans le MPDD. Ce n'est pas le chemin le plus sûr. Alors, amicalement et fraternellement, je vous souhaite une bonne chance au MPDD. Mais nous, à la diaspora consciente, nous pensons que toutes ces personnalités qui me placent devant pour pouvoir parler en leur nom, bientôt
vous aurez des signes sur le territoire togolais, que ce soit en politique ou dans toutes les choses. On nous bloque, mais nous y arriverons et que les gens parleront et vous écouterez nos pas. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment, mais politiquement, nous vous souhaitons bonne chance et que les erreurs du passé de votre leader ne se répètent pas et que nous puissions aller vers un Togo plus prospère et plus digne. Sinon, c'est tout ce que nous avons besoin au Togo. Monsieur Moussa, je m'arrête là-bas pour la fin de la journée. Et je vous remercie. Monsieur Moussa, vous savez, je voulais intervenir 1 minute sur ce que Classieux a dit. Oui, allez-y. Si vous le permettez. Oui, allez-y. Vous savez, les chrétiens ont un personnage qui m'intrigue beaucoup. Il s'appelle Moïse. Il était un pauvre qui a grandi dans la maison de Pharaon. Et après, il a fait les îles. Et il est revenu, il a été la personne qui a libéré les Égyptiens. Et ça a une histoire très proche avec l'histoire d'Agbéoumé Kodjo. Un enfant pauvre de Tokli qui est arrivé à être Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre, aucun Togolais. Non. Mon cher, je n'aime pas très souvent, nous n'allons pas transformer ce débat-là en débat, mais vous savez, ça n'a aucun sens d'être sous un éadément, un illettré éadément et gravir les gestionnaires de ministère en président de l'Assemblée et dire que c'est un éloge. Non, je refuse cela. Il ne faut pas dire ça aux Togolais. Vous voulez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le premier de la classe, donc non, merci. S'il vous plaît, le débat est clos. Il y a des questions. Les questions des auditeurs continuent par nous parvenir, mais malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. Je vais tout d'abord remercier les 2 panélistes, notamment M. Kwame Komlan et M. Classieux Koutoglo, pour avoir accepté être là ce soir. Et je pense que le débat, quel que soit le degré de chaleur qui a pu être atteint, le débat a été civil et je souhaite vous avoir une fois encore pour ce que les Anglais appellent encore ici, pour un débat sur d'autres sujets, puisque ce que j'ai prévu, il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été touchés et j'espère que nous aurons à arranger un autre débat la prochaine fois. Je vous remercie très sincèrement pour la qualité de ce débat et je remercie aussi nos tempo spectateurs et tempo spectatrices et d'avoir accepté être là pour nous suivre de bout en bout. Et je suis aussi très reconnaissant envers M. Malick Sall qui n'a ménagé aucun effort pour que ce débat spécial puisse être, n'est-ce pas, présenté. Alors, je vous remercie et vous allez me retrouver le mercredi prochain à midi, heure de New York, pour notre chronique de la semaine habituelle. Merci et bonsoir chez vous. Merci. Merci, professeur. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.